Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot Ombre et Lumière de Fabio Listrani. Donc c'est un tarot qui est sorti au préalable aux éditions Lo Scarabeo. Et puis nous avons Intuitive Édition qui a ressorti le tarot dans la collection Lo Scarabeo. Donc comme dans les autres éditions de ce tarot, on a une boîte en carton en fait. Voilà, donc classique, on va dire, basique. Et un tout petit guidebook, une carte de présentation. Voilà. Alors, à propos de ce tarot, donc moi ce que j'aime beaucoup dans ce tarot-là, c'est l'art qui est très original. Il a un aspect très sombre, d'ailleurs il est fait pour travailler en shadow work, mais il a aussi un aspect ésotérique assez développé, bien que dans le livre, on n'ait pas énormément d'informations, enfin dans le livre, dans le petit livret. Dans le petit livret, on a une introduction. Alors, la traduction, je pense qu'elle devait peut-être être difficile, mais elle n'est pas toujours, je trouve, facile à comprendre. C'est pas toujours... voilà. Par exemple, il s'agit d'une lumière émise par un soleil insolite, nocturne et sombre, qui nous permet, avec amour et sous le guide de notre plus sincère volonté, de trouver le juste équilibre, afin que le moi puisse réaliser son identité. Donc si on réfléchit bien, on comprend, mais c'est pas très fluide en fait. Il y a d'autres endroits où il y a quand même des choses qui sont... Enfin voilà, il y a plein d'endroits où on comprend. Sachant que malgré tout, c'est super qu'on l'ait en français pour les gens qui ne parlent pas l'anglais. Quand même plus facile, même s'il faut des fois se gratter un tout petit peu la tête pour... comment dire, on a besoin de se poser un peu pour comprendre. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je suis contente que ce soit en français, c'est qu'il y a des explications, notamment sur certaines choses qui ont été faites dans les cartes, où, par exemple, il explique que la mort est enceinte, le monde est représenté comme le Nataraja du Shiva dansant, ou la roue de la fortune, qui trouve des hexagrammes du Yiking, du Yiking, sa forme idéale. Donc en fait, il y a plein de petites explications sur les cartes, notamment les majeures, qui sont super intéressantes au niveau de qu'est-ce que l'auteur a mis dans les cartes au niveau graphique. Voilà. Donc après, il y a des choses sur la numérologie. Je n'ai même pas regardé si c'était un peu... action, équilibre, évolution, réalisation, incertitude, impulsion, maturité, nouvelle dimension. Ok, franchement c'est intéressant. Ça c'est pour les arcanes, pour les cartes de cours en fait, le 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14. C'est intéressant. On a un tirage et puis après donc on a des petites choses. Alors, je vous montre un petit peu, par exemple on va regarder la grande prêtresse. Vous voyez qu'on a aussi un côté assez mystique avec la grande prêtresse qui est liée, donc il y a l'aspect astrologique donc à la lune et on a la lettre hébraïque Guimel. Dans les majeurs, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une petite question. Que dois-je approfondir ou sacrifier, par exemple pour le pendu. Voilà, l'attente, le détachement, la méditation, la suspension. Il y a des mots-clés. Donc ceux qui connaissent bien le tarot, ça suffit largement. On n'a pas forcément besoin de plus. Et après, pour les cartes, pour les arcanes mineurs, on va avoir, voilà, on a le centre émotionnel, l'eau. Donc ça, faites bien attention. Ça veut dire que quand vous allez avoir ces cartes-là, vous allez avoir un aspect émotionnel qui est développé, qui est important dans le tirage. Et puis voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 5 mots-clés. Donc, pas plus. Et pas de petites phrases. Honnêtement, les lettres hébraïques, moi, je les utilise pas.
pas trop... Enfin, j'ai étudié, hein, je l'ai étudié dans le cadre du Rider et du TOT, mais ça me parle pas forcément. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui travaillent même pratiquement qu'avec les lettres hébraïques, donc bon, vous serez peut-être content de les retrouver. Donc maintenant, nous allons voir le jeu. Alors, le jeu se prête à la projection parce que les illustrations, vous allez voir, sont assez dérangeantes. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer au niveau projectif. Alors j'aime bien donc cet art qui est très qu'on reconnaît bien hein, de lui. Vraiment on reconnaît bien son style, donc c'est intéressant aussi d'avoir ce travail d'artiste. Donc voilà, nous avons le fou. Même dans les représentations, dans la façon dont dans les cartes sont composées, il y a quelque chose d'assez magique, de très un peu même magie cérémonielle. Donc, bien, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment ce type d'illustration. Moi, ça dépend en fait. Parfois, j'aime bien, parfois, j'aime moins. Mais, mais j'apprécie beaucoup ce travail en fait qui est fait et qui change. Donc, c'est aussi ça. C'est intéressant quand on a un tarot d'avoir soit des univers différents, soit des représentations différentes pour pouvoir avoir un esprit un peu différent, une autre façon de tirer les cartes. Quelque chose qui soit plus en lien avec ce que l'on fait. Donc si par exemple je fais, ça peut être des cartes que je peux utiliser si je suis dans une période où je fais beaucoup de sigil, où je fais des études ésotériques. Voilà, il peut être très sympa. Il en a fait d'autres d'ailleurs, je ne sais pas comment s'appellent ces autres tarots. Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Ah zut, c'est pas noté, c'est dommage. Mais peut-être que ceux qui ont l'habitude qui connaissent cet artiste, vous pourrez peut-être le mettre en bas dans les commentaires. Je suis sûre qu'il en a fait un autre, j'arrive pas à me souvenir comment est-ce qu'il s'appelle. Bon, bref. Voilà la justice. Donc les personnages sont durs en fait. Hein. On a un peu un monde, pas du tout un monde naturel. On a plus un monde mécanique, un monde un peu presque de science-fiction ou de cauchemar intérieur. Mais il a fait voilà, des représentations qui, moi, je trouve super intéressantes. Comme par exemple ce qu'on retrouve aussi dans le tarot de Patrick Valenza, ce monde avec ce monde, n'importe quoi, cette carte de la mort avec cette femme enceinte, c'est super dérangeant. C'est pire d'ailleurs dans celle de Patrick Valenza. Hein, elle est en train d'écraser l'ancien enfant. Mais donc voilà, et on va avoir plein de... Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de petits détails sur lesquels l'inconscient peut se poser. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc pour les gens qui font de la magie cérémonielle, ça va peut-être vous plaire parce que ça met bien dans cette ambiance-là. Et puis aussi, donc en shadow work, il est intéressant. Donc voilà, l'étoile, donc pas de... Voilà. Il n'y a pas du tout de... Enfin, il y a très peu d'aspects de nature. C'est pas du tout un tarot pour les sorcières vertes. Plutôt, je trouve... il sera plutôt intéressant pour des gens qui ont... peut-être pour des gens qui sont plus dans l'intellect. Parce qu'on a ce côté un peu froid intellectuel. Plus, voilà, vous voyez, il y a des... bien sûr, il y a des symboles, une organisation, mais qui n'est pas traditionnelle. Donc c'est la même chose, ça va demander un peu de réflexion. Mais on peut aussi l'utiliser en projection, en intuitif, puisqu'il se passe des choses sur les cartes. Et qu'il y a des choses assez, d'ailleurs, qui peuvent un peu choquer. Mais que, voilà, que je trouve à nouveau intéressante. Ça me fait penser... oui, ça me fait penser au 18e, 19e siècle, où on avait pas mal ce type de magie. On a pas mal de livres qui ont été écrits.
On retrouve des magies, entre guillemets, chrétiennes, donc avec des sceaux, des choses de ce type-là. Ah, voilà, vous voyez que le denier, on est quand même sur un monde qui a été abîmé, euh, avec une végétation qui est presque, voilà, qui est effrayante. Et vous voyez que les tons des cartes ne sont pas, ce sont des tons très, qui sont associés à la suite. Voilà. Donc les coupes, on a quelque chose de bleu, les deniers verts. Vous voyez donc ici, sur les cartes, j'ai oublié de vous le préciser, vous voyez qu'on a les associations avec la planète et le signe du zodiaque. Donc quand on a étudié un peu les symboles ésotériques, je pense que ça aide aussi. Et on va retrouver, il y a des choses qui vont, justement, le fait d'avoir fait des études sur les symboles ésotériques, ça va aider à interpréter les cartes. Le roi de denier. Hop. Et puis après, donc on va passer au feu, avec des serpents. Vous voyez que là, on retrouve hein, des significations avec cette idée d'équilibre, mais beaucoup moins, comment dire, l'exprimer d'une façon différente. Ces cartes-là font un peu plus ce qu'on appelle les pipe decks, avec juste un nombre de bâtons, par exemple ici, mais néanmoins, on a quand même des symboles. Et à nouveau, il a un aspect choquant, donc il est bien pour un peu aller brasser l'inconscient. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien les jeux gothiques, qui l'aiment beaucoup, au niveau de l'esthétique aussi. Donc, en tout cas, il ressemble à aucun autre. Il a vraiment une forte personnalité au niveau graphique, pas au niveau du livre, mais au niveau graphique. Donc vous voyez, l'as d'épée, on a la couronne d'épines. Le 2 avec cette opposition. Le 3, bon là on a le cœur percé aussi. Le 4. Donc vous voyez par exemple le 4 d'épée, c'est pas du tout traditionnel. Qu'est-ce qu'ils ont mis d'ailleurs sur le livre? Paix, stabilité, prudence, solitude, début lent. Bon. Je trouve pas que la carte exprime bien ça au niveau graphique. Par contre, ce qu'elle exprime très bien, c'est cette idée de jouer avec les pensées, de trouver un équilibre un peu pour exprimer les pensées, tout en restant non agressif. Ça c'est bien exprimé. Les pensées sont... Enfin, les épées sont pointées vers le bas, donc elles ne sont pas blessantes, elles ne sont pas dirigées vers la personne. Il y a une sorte d'équilibre, et ça représente un peu cette difficulté de ce défi du 4 d'épée, de comment est-ce que je m'exprime sans agresser, enfin comment j'exprime ma volonté, ou quand je ne suis pas très bien, ou quand je suis en colère, comment est-ce que j'exprime, tout en tout en n'agressant pas les autres. Donc j'aime bien aussi, parce que ça montre cette difficulté. C'était difficile équilibre à avoir. Donc voilà, pour les épées, on a quelque chose de jaune. Le jaune est souvent lié à la couleur du jaune, elle est souvent liée à l'intelligence. Donc là, le 6 d'épée, c'est un peu plus traditionnel, hein, puisque bon, on n'a pas de bateau, mais on a un personnage qui part. Le 7, il y a un côté un peu plus de réflexion, donc il est intéressant. Si vous avez déjà pas mal de tarot et que vous avez envie un peu d'aller explorer d'autres façons, élargir un peu, on va dire, votre sac de connaissances, votre trousse à outils du tarot, c'est un tarot qui peut vraiment faire l'affaire. Puis surtout,
il va vous demander de réfléchir. Donc, c'est aussi un premier pas vers l'autonomie et le travail personnel. Par contre, si vous êtes débutant, je vous le déconseille. Ça va être compliqué, sauf si vous êtes super amoureux des illustrations. Dans ce cas-là, prenez-le, puis utilisez le petit guide avec les petits mots-clés. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé pour le Tarot de Marseille. Voilà. Donc, à déconseiller pour on va dire, les sorcières vertes qui aiment la nature. C'est pas du tout un doudou deck, c'est un peu le contraire. Les personnes qui aiment, aussi, je trouve que ça fait un peu... ça peut aussi, comment dire, rappeler certains jeux vidéo, certaines ambiances de jeux vidéo, donc c'est intéressant. Il y a ce côté aussi un peu de monde apocalyptique qui peut résonner avec certains états d'esprit quand on n'est pas très bien ou qu'on est en train de travailler sur soi et qu'on est en train de brasser des choses difficiles. Je trouve qu'il est bien parce qu'il illustre cet état. Donc voilà, je trouve qu'il a bien sa place dans le monde de la cartomancie. Il apporte quelque chose, mais il ne va pas être pour tout le monde et il n'est pas forcément facile d'accès. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.